si vous voulez des ressources, une bonne ressource pour les formulaires, vous pouvez aller sur le site de MDN et vous avez le guide sur les formulaires qui est quand même assez complet. Et vous allez avoir tous les éléments que vous pouvez utiliser dans un formulaire, dont la balise form qu'on va parler bientôt, les field sets, le bouton pour envoyer le formulaire, beaucoup d'éléments qu'on va voir et d'autres qu'on va peut-être passer un petit peu plus vite parce que c'est peut-être moins utilisé. Mais vous avez sur ce site-là vraiment tous les éléments qu'on peut mettre dans un formulaire. Et vous avez aussi la liste d'attributs qui est quand même assez énorme. Donc encore là, ce n'est pas des choses qu'on va toutes voir au complet, mais vous pouvez, si vous avez des formulaires un peu plus avancés à faire, vous référer à ce site-là pour voir qu'est-ce qu'on peut insérer dans un formulaire. On va commencer à voir un formulaire. Donc, j'utilise le site web CodePen pour présenter mon code. Si on regarde ici le code HTML, j'ai ma balise form qui commence mon formulaire. Et à l'intérieur de ça, j'ai un label qui est représenté ici par prénom. J'ai mon champ input qui est ici le champ dans lequel je peux taper mon texte. Et j'ai un input de type submit qui me donne mon bouton pour valider mon formulaire. Ici, dans la balise form, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a deux attributs. L'attribut action. L'attribut action, présentement, il n'est pas rempli parce que je ne voulais pas réellement envoyer ça vers un serveur web, mais il faudrait ici indiquer la page web ou la page PHP ou .NET qui va traiter notre formulaire. Donc, c'est simplement de remplir une adresse vers où la page où le formulaire va être traité. Donc, on indique simplement l'adresse ici et toute l'information va être envoyée à cette adresse-là. Ensuite de ça, vous avez la méthode. La méthode, il en existe deux. Il y a post ou get. Vous allez peut-être voir ça un peu plus lorsque vous allez faire un cours de PHP. Présentement, j'ai utilisé la méthode post pour envoyer mon formulaire simplement parce que lorsque j'utilise la méthode post pour CodePen, on peut essayer et CodePen va m'afficher ici les champs qui vont être envoyés au formulaire. Ensuite de ça, on a le fameux label qui est l'étiquette qu'on voudrait mettre devant notre champ. Donc le label qu'on a un élément ouvrant et un élément fermant et à l'intérieur on indique ce qu'on veut mettre comme libellé. On a un attribut for qui nous dit que ce label-là, il est attaché à mon input ici parce que j'ai un ID prénom qui est exactement comme dans le for. Et à quoi ça sert ça? C'est lorsque je vais cliquer ici dans mon champ, bon, on le voit bien, le champ devient bleu, je peux commencer à taper du texte. Mais lorsqu'on attache aussi le label ou le libellé, je vais pouvoir aussi cliquer sur le prénom ici. Et c'est quand même assez le fun lorsqu'on fait des formulaires pour pouvoir donner, on veut remplir des formulaires plus rapidement. On n'est pas obligé réellement de cliquer sur le champ. On peut cliquer aussi sur le label. C'est très pratique pour les cases à cocher de faire ça. Donc, habituez-vous à vraiment bien attacher vos libellés, les labels avec les inputs. Ce qu'on peut voir ici dans cet exemple-là, c'est de type texte. Donc, le type du input est de type texte. Donc, c'est du texte que je vais remplir ici. Le name, j'en ai déjà parlé, c'est ce que le serveur va recevoir. C'est la variable qui va être récupérée par le serveur pour aller chercher ce que nous, on a écrit dans ce champ-là. Ensuite de ça, on a un attribut qui s'appelle placeholder. Placeholder, ce que ça me permet, c'est d'inscrire une phrase qui va être inscrite dans le champ pour donner une aide à l'utilisateur pour remplir ce champ-là. Donc ici, j'avais le libellé prénom, mais en plus que j'ai écrit ici, inscrire votre prénom ici. Et avec le placeholder, lorsque je vais commencer à taper dans le champ, je vais commencer à taper mon nom, on voit que la phrase « Inscrire votre prénom ici » s'efface. Et c'est mon nom qui est rendu là. Donc, c'est une aide pour l'utilisateur pour remplir les formulaires. Et si j'efface mon nom, cette phrase-là va revenir. Donc, assez important lorsqu'on veut faire un formulaire qui est assez compréhensible d'utiliser le placeholder pour nous permettre, à l'utilisateur de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire avec ce champ-là. Ensuite, on a un input de type submit qui est ici le bouton automatiquement validé. On pourrait mettre ici un value.
un attribut value et lui dire, mettons, envoyer. Et le bouton ici indique envoyer à la place. Donc, on peut inscrire avec value le nom qu'on voudrait retrouver sur le bouton. Et une fois qu'on fait ça, j'écris ici mon nom, Benoît, et que je pèse sur envoyer. Ce qu'on va remarquer, bon, ça c'est un peu CodePen qui me fait cette interface-là ici, mais on voit ici ce qui a été posté au serveur éventuellement. Il y aurait la variable prénom qui est le name qui est ici, et avec son contenu qui est Benoît. J'ai un autre éditeur ici, 1000. Ben, en fin de compte, c'est juste que CodePen a mis un attribut ici dans l'URL. Donc, ça se retrouve ici. C'est pas réellement dans mon formulaire. Ben bon, c'est CodePen dans ce cas-ci qui met ça. Donc, on voit ici que c'est en JSON. Ce serait un tableau qui serait renvoyé de prénom avec Benoît. Donc, ça ressemble à ça, un formulaire. Donc, on va voir d'autres types de champs qu'on pourrait utiliser dans le formulaire et d'autres attributs qu'on pourrait avoir pour les éléments. Si on continue pour voir d'autres attributs, dans ce cas-ci, on va voir l'attribut required. On peut voir que, bon, c'est le même formulaire à peu près, ok, au lieu d'être prénom, c'est le nom. On voit que c'est un input de type texte. On a notre fameux for qui est associé avec mon ID. Et que le name ici, c'est le nom de ma variable, donc c'est nom. Et ici, je lui ai mis le type required. Le type required pourrait s'écrire comme ça, ou pourrait aussi simplement s'écrire de ce type-là. Tout dépendant de l'éditeur de texte que vous utilisez, parfois il va vous l'écrire comme ça, c'est aussi bon. Ça simplement indique que required est dans required égale à required. Ce que ça fait ça, c'est que ça oblige l'utilisateur à remplir ce champ-là. Donc, ici, si je ne mets rien dans mon champ et que je fais valider, ben, la petite boîte ici d'aide qui me dit qu'on doit renseigner ce champ-là. Cette boîte-là ici, on ne peut pas la mettre en... la styliser. C'est vraiment une boîte qui est selon votre navigateur. Donc, dans ce cas-ci, c'est Chrome. Donc, c'est le navigateur qui décide de cette... de cette apparence. Donc, par contre, c'est ici, je mets la vigne et que je fais valider. Et bon, le champ a été rempli, donc ici, pas de problème, le nom est apparu avec la vigne. Donc, require me permet d'obliger l'utilisateur à remplir un champ avec quelque chose. Donc, on va voir un autre type de champ pour remplir du texte qui est un peu différent, qui est l'élément text area. Au lieu d'être un input, c'est un text area. Et un text area, ce que ça donne, c'est simplement une boîte un peu plus grosse pour remplir peut-être un commentaire lorsqu'on veut demander plus de texte à notre utilisateur. Donc, on a toujours le fameux name, qui est le nom qui va être récupéré sur le serveur. Le ID qui me permet d'être avec mon label. Ou simplement en JavaScript aussi, en passant. Hein, le ID, vous pourriez l'utiliser pour créer des trucs en JavaScript. Et après ça, on peut avoir le nombre de colonnes et le nombre de lignes qu'on voudrait. Donc ici, j'ai mis 30 colonnes, donc 30 caractères par 10 lignes. Donc, je peux commencer à taper du texte et ça va me permettre. Si j'ai plus que 10 lignes, ben, il va me mettre simplement un petit ascenseur pour pouvoir montrer tout le texte. Et on a aussi, ça nous permet aussi d'agrandir le champ de texte ici de cette façon-là. Donc, simplement un élément pour pouvoir remplir des plus grands textes dans un formulaire. On va voir un autre type. On revient avec le type input, mais dans ce cas-ci, on va voir un courriel. Donc, le type ici est de type courriel. Ce que ça donne le type courriel, c'est lorsque j'arrive pour valider, la petite boîte, c'est veuillez renseigner ce champ, parce qu'il est requis. Mais si je commence à taper n'importe quoi, ça me dit non, il faut inclure le fameux A commercial dans l'adresse pour le email. Donc, ça m'oblige à taper le A commercial et de dire une adresse complète. Et là, quand je valide, ça fonctionne, c'est envoyé au serveur. Donc, le type courriel me permet d'avoir une petite validation. Il faudrait éventuellement valider l'adresse d'une autre façon en vérifiant une seconde fois, en envoyant un courriel réellement. Mais ça me permet au moins d'aider la personne à taper un courriel sans faire l'oubli du A commercial. On va voir un autre type qui ressemble beaucoup au courriel, c'est le type
URL. Donc, encore là, il est requis. C'est un peu la même chose que le courriel. Si je commence à taper blablabla.com et que je veux valider, ben, en fin de compte, je dois saisir une vraie URL. Et la vraie URL, ben, en fin de compte, c'est un http www. www n'est pas obligatoire, mais le HTTP est obligatoire. Donc, lorsque j'utilise un type ici URL, je dois obligatoirement mettre http devant. Et là, je valide. Et le champ a bien fonctionné. On continue avec le type date. Donc, encore une fois, c'est un input de type. Ici, j'ai simplement mis le type date. Et le type date, ben, ça me met un champ qui me permet d'avoir un petit calendrier et pouvoir sélectionner la date et le remplir automatiquement. Ce petit calendrier-là, ici, on ne peut pas le styliser. C'est vraiment le style que, dans ce cas-ci, Chrome fait. Vous allez avoir un calendrier différent si vous êtes sur Firefox ou Safari. Par contre, les utilisateurs sont habitués de voir, souvent, quand on utilise toujours le même navigateur, on est habitué de voir ces calendriers-là, donc ça fonctionne. Peut-être que ça ne fonctionne pas avec le design de votre site web. Dans ce cas-là, il faudra se fabriquer votre propre calendrier et implémenter votre propre calendrier en HTML. On peut aussi, avec un type date, simplement sélectionner, mettons, le mois et pouvoir jouer avec le mois ici de cette façon-là. Donc, le type date me permet de rentrer une date plus facilement dans un champ texte. Un autre type encore pour le input qui est le type color, qui me permet de choisir une couleur dans un formulaire. Donc ici, j'ai ajouté l'attribut value et je donne par défaut une couleur. Je ne suis pas obligé, sinon il va me sélectionner une noire par défaut, mais je peux lui donner une couleur de départ. Et lorsque je clique sur ce champ-là, ben, cette petite fenêtre-là, ça appartient à Chrome, donc ça sera peut-être différent dans Firefox, et on peut sélectionner la couleur que l'on veut. Donc, si je choisis jaune ici, orangé comme ça ici, je dois fermer la fenêtre. Si je fais valider, c'est parce que la fenêtre reste ouverte toujours, donc je vais la fermer, et quand je vais faire valider, ce qui va être envoyé au serveur, c'est ma variable couleur, et avec le numéro en hexadécimal de la couleur qui a été sélectionnée. Donc, pratique si vous voulez faire sélectionner une couleur à votre utilisateur. On continue toujours. Un autre type qu'on a, c'est le type number qui me permet d'obliger l'utilisateur à écrire un chiffre dans le champ. Donc, les lettres ne sont pas autorisées. Et on peut aussi, avec le type number, donner un minimum et un maximum. Donc, ici, bon, je simule de demander une année et je veux que l'année soit entre 1990 et 2010. Donc, si je mets 2022, ça ne fonctionnera pas ici. Ça nous dit qu'elle doit être inférieure à 2010. La même chose si je mets 111. Ça va me dire qu'elle doit être supérieure à 1999. Et si je mets 1990 et que je valide, ça fonctionne. Mon année est pris en compte et envoyé au serveur. Il existe aussi un autre type qui ressemble beaucoup à Number, mais avec une interface un peu différente, c'est le type Range. Le type Range ici me permet d'avoir une glissière et me permet de sélectionner un chiffre avec ça. Donc ici par défaut j'ai dit qu'elle commence à 1900. Le minimum, c'est 1900, le maximum, c'est 2010, et le step, ben, c'est le nombre de sauts à chaque fois que je vais faire glisser la glissière qui va utiliser. Donc, si j'avance juste d'un pas, on voit 10, 20, 30, donc on voit que c'est des bonds de 10 que la glissière va faire. Si j'avais, mettons, demandé ici à 1980, j'arrive ici, lorsque la page est rechargée, la glissière va commencer à 1980. Sauf que ici, j'ai triché un peu. Le chiffre qui est affiché ici, ben là, j'ai joué un peu avec du JavaScript. Donc, j'ai dit que dans mon formulaire, lorsqu'on un input, ça veut dire que lorsqu'une valeur est rentrée,
je prends l'année, qui est ma variable ici, je prends sa valeur, donc sa valeur, et je l'ai mis dans un autre élément qui est l'élément output. Et ici, je lui dis que le résultat, point value, va valoir cette valeur-là. Donc, je triche un peu ici parce que le numéro qui est ici ne fait pas partie de la glissière. Il faut vraiment concocter un peu de JavaScript dans ce cas-ci si on veut vraiment avoir un effet qu'on voit la glissière fonctionner réellement. Donc, éventuellement, pensez à utiliser du JavaScript un peu dans vos formulaires si vous voulez faire de la validation un peu plus fine. Une autre façon de pouvoir sélectionner de l'information dans un formulaire, dans ce cas-ci, ici, j'ai fait un select. On appelle ça un select, donc c'est une boîte de sélection qui me permet de choisir parmi des choix que j'ai rentrés. Donc ici, la façon dont ça fonctionne, j'ai un élément select qui a aussi un élément select fermant. Et à l'intérieur de ce select-là, j'ai des options qui vont être affichées dans ma boîte de sélection. Donc, j'ai une option ouvrant et fermant, et entre ces deux options-là, j'ai ce qui va être affiché dans la boîte. Donc ici, j'ai choisi le rouge, le vert, le bleu. Par contre, je dois obligatoirement lui mettre une value parce que ce qui va être envoyé au serveur, c'est la valeur qui va être écrite ici. Donc, ici, si je sélectionne le rouge, ça va être rouge. Si je sélectionne le vert, ça va être vert. Si je sélectionne le bleu, c'est bleu. Et si ici, je choisis rien, c'est quand je vais faire valider, ça va me dire que mon élément doit être rempli. Donc ici, si je n'ai rien mis, comme j'ai mis requis, je ne peux pas utiliser choisissez. Je suis obligé de sélectionner une couleur pour pouvoir envoyer mon formulaire de cette façon-là. Et là, on reçoit le nom, la couleur, avec la couleur qui a été sélectionnée. Donc, c'est pratique ici de laisser un champ vide et de mettre requis dans notre sélecteur pour permettre de sélectionner d'obliger l'utilisateur à sélectionner une couleur ou un élément de la liste avec les options. Lorsqu'on utilise un select, comme on a fait, on oblige les utilisateurs à sélectionner une option dans les celles qu'on a décrites dans notre select. Donc, si la personne voudrait utiliser du mauve ou du jaune, il ne pourrait pas parce que dans les choix qu'on a ici, ça ne me permet pas de sélectionner autre chose que les choix que j'ai mis. Il existe une autre façon qui est un peu différente, qui est d'utiliser un input de type texte, donc ce qu'on a déjà vu pour remplir des champs texte. Par contre, on va lui mettre des options de plus. On va inscrire un élément datalist, donc on a un datalist ouvrant et un datalist fermant, et à l'intérieur de ce datalist-là, on va mettre des options. Des options avec le value, Laval, Longueuil, Montréal, qui va donner des choix à l'utilisateur. Ici, dans ma datalist, on va donner un ID. Ce ID-là, je vais aller le reporter dans mon input avec l'attribut list. C'est-à-dire que le ville qui est ici, c'est mon ID qui est ici. Donc, j'ai associé mon datalist avec ce input-là. Ce que ça me permet, c'est lorsque je vais arriver ici sur le champ texte, j'ai une petite flèche et ça me permet de sélectionner les choix que j'ai mis ici. Donc, je pourrais sélectionner Longueuil. Mais si moi, je ne viens pas de cette ville-là, ou je ne viens pas des villes qui sont énumérées dans la liste, ça me permet de pouvoir mettre autre chose dans mon champ et de pouvoir le valider. Et ça va bien passer. Donc, ici, c'est agréable de pouvoir lister. Comme des villes, il y en a énormément. On peut lister peut-être les villes, les principales villes qu'on veut utiliser. Mais bon, si cette personne-là n'habite pas dans cette ville-là, on pourrait remplir le champ quand même. Il existe beaucoup plus d'attributs et d'éléments pour les formulaires. C'est juste un aperçu. On va en utiliser d'autres pendant le laboratoire. Par contre, je vous répète que le site web de Mozilla, Developer Network, vraiment tous les éléments sont là, donc ils ont énormément d'exemples, mettons un select comme on a fait,
qui permet de voir comment utiliser ces éléments-là dans un formulaire. Donc, je vous encourage beaucoup à aller regarder ce site-là pour aller un peu plus loin dans les éléments de formulaire.